Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau témoignage des gens qui passent à l'action, des gens qui investissent. Alors aujourd'hui je suis en présence d'une personne que vous connaissez sûrement, que vous avez sûrement vu sur internet, sur YouTube, un blogueur. Il va se présenter. Sébastien. Bonjour. Bonjour. Ça va? Content de te rencontrer aujourd'hui pour la première fois. En vrai, voilà. Et autrement que par téléphone. Pour apprendre un peu de ton expérience, pour la véhiculer aussi aux internautes qui vont nous regarder. En 2-3 mots, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, d'où tu viens, que fais-tu dans la vie? Alors, je viens d'avoir 37 ans, j'habite à Paris, j'ai vécu à Paris, j'ai toujours connu cette ville. Et voilà, j'ai investi depuis 2003, achat-revente, j'ai fait. Et puis aujourd'hui, je fais plutôt de la location en meublé à l'année. Et voilà, et puis j'ai arrêté du coup de travailler fin d'année dernière, fin 2016. Donc l'indépendance financière, maintenant tu es libre comme l'air. Voilà. Bah, C'est félicitations. ce que je voulais, c'était l'objectif du départ que j'ai atteint. Bon, j'ai mis un peu de temps, mais enfin, on verra peut-être tout à l'heure. Un peu de temps. Rappelle-nous ton âge, 37 ans, indépendant financièrement. Ouais. Presque Ouais. à la retraite. Non, ça aurait pu aller un peu plus vite, mais bon, voilà, j'ai pris mon... Tout ça, on va revenir là-dessus. Donc, comme vous le savez, moi, dans les témoignages que je vous véhicule, à travers les différents interviews, moi, ce que j'aime bien, c'est revenir sur la réussite ou sur les échecs aussi des personnes que je peux interviewer pour vous véhiculer leur état d'esprit, comment ils ont fait pour réussir, comment ils s'y sont pris aussi, quelle direction, quel chemin ils ont emprunté pour réussir dans l'immobilier, et surtout véhiculer, le plus important pour moi, c'est vraiment leur état d'esprit et leur philosophie de vie qui leur ont amené à cette réussite. Alors Sébastien, toi, qu'est-ce qui t'a amené à l'immobilier? Pourquoi l'immobilier? Pourquoi pas la bourse ou autre chose? Mais voilà, pourquoi l'immobilier tout simplement? Parce qu'au départ, quand j'ai commencé l'immobilier, en fait, c'était pas du tout sur un mode investisseur. Moi, j'ai commencé, si tu veux, le déclic, ça a été que j'ai quitté, donc je vivais chez mes parents, je les ai quittés pour faire de la colocation et au bout de quelques mois, j'ai décidé d'arrêter. Alors, on était trois gars et puis voilà, au niveau de la propreté, du confort et tout, on n'était pas tout à fait d'accord. C'était pas évident, la collaboration. Ouais, voilà, en gros, pour pouvoir manger, il fallait déjà nettoyer la vaisselle des autres. Voilà. Ouais. Donc ça m'a pas tout à fait plu. Je suis parti et je me suis dit, voilà, maintenant j'ai deux options. Soit en fait, je trouve un studio à Paris, je le loue, ou soit en fait, j'achète un appartement et je rembourse un crédit. Il se trouve qu'à l'époque, il y avait quasiment 150 à 200 € de différence. C'est beaucoup plus avantageux pour moi de rembourser un crédit. Entre rembourser un prêt ou prendre une location. Voilà, pour donner un ordre d'idée à l'époque, en 2003, je remboursais 450 € pour vivre dans 23 mètres carrés, alors que c'était plutôt aux alentours de 600 €. Voilà, donc tu vois le delta. Ça s'est fait hyper facilement, j'ai pas rencontré de difficultés particulières et encore une fois c'était pour habiter dedans, donc voilà, c'était assez simple. Après, donc ça c'était vraiment le déclic. Et puis après, je l'ai revendu. J'ai vu qu'il y avait une plus-value intéressante. J'ai recommencé, j'ai refait une deuxième plus-value. Combien de plus-value à peu près sur le premier? Alors sur le premier, j'ai acheté 80 000. Je grossis. Oui, mais, grosso modo. J'ai acheté à peu près tout compris, travaux, frais de notaire, frais d'agence. Le premier 80 000, j'ai revendu 160. Et sur le deuxième, j'ai acheté aux alentours de 200, 215 000 et j'ai revendu 270 000. Donc 60 000 € de plus-value sur le premier. Ouais. On arrive à peu près 140 150 000 € de plus-value sur les deux et c'était mes résidences principales, donc il n'y a aucune imposition. Tout à fait. Et tout ça en combien de temps les deux premiers avec les plus-values? Premier 5 ans, le deuxième 2 ans. Parce que je vivais dedans en fait. D'accord, ouais, d'accord. T'étais pas pressé, t'avais pas acheté ça pour faire du chiffre, pour faire. Exactement, c'est venu naturellement. C'est venu naturellement. Alors quand même au premier, je me suis dit il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Ça t'a fait réfléchir. Ouais, donc du coup après, quand j'ai acheté le deuxième, je suivais quand même un peu la tendance de l'immobilier, l'évolution des prix, notamment à Paris, qui s'envolaient, et qui sont envolés, on va dire, jusqu'à 2010 à peu près. Et du coup, en 2010-2011, j'ai revendu le deuxième et j'ai vu que ça commençait à stagner. Alors là, de toute manière, le choix de partir de mon appartement, c'était aussi parce que j'étais plus célibataire, j'étais en couple et qu'il fallait prendre une décision, soit c'était dans mon appart ou soit dans l'autre appart. Mon appartement, l'appartement que j'avais, on ne pouvait pas rester dedans pour une raison d'agencement où ça allait pas. Il y avait une sorte de piano qu'il fallait caser et ça ne pouvait pas rentrer dans le mien. Donc je l'ai revendu
Et puis, donc du coup, je suis devenu locataire. J'habite toujours dans le même appartement, donc je suis toujours locataire. Alors pourquoi avoir revendu ton deuxième? Pourquoi t'en as pas racheté un troisième? Alors, et pourquoi tu es devenu locataire? Ouais, en fait, j'ai revendu le deuxième et je m'étais dit, soit je le loue, parce que je l'ai. Sauf que je voulais le louer plutôt à des étudiants. Je voulais une petite surface et surtout, en fait, c'est psychologique, mais j'avais tout refait la déco pour moi. J'avais fait des beaux matériaux. Ouais. Et en fait, je me suis dit, c'est pas possible. Si je mets un locataire et qu'il me l'abime, ça va te faire mal. Ouais. Donc, j'ai décidé de liquider, de le vendre. Et puis, en plus, on était aussi dans une période où il y avait des plus-values. Et je me suis dit, est-ce que je le mets en location et puis tous les mois, je vais récupérer un petit peu d'argent ou soit, d'un coup, je récupère... un gros 000 euros, quoi. Un gros billet. Ouais, donc, et net d'impôts. Ouais. Donc je me suis dit non, je fais ça. Et puis après, du coup, j'ai racheté un appartement, un studio. Et là, celui-ci, il était en location meublée. Donc toi, tu prends une location de ton côté et t'en rachètes un troisième, mais là pour faire de l'investissement locatif. Exactement. D'accord. Ouais. Et là, je me dis, c'est génial parce que les loyers, maintenant, ils commencent à tomber tous les mois. Je dégage un cash flow qui est positif, donc c'est plutôt intéressant. Je renouvelle l'opération, je sais pas, 1 an ou 2 après. Ce troisième bien, je te coupe rapidement, tu l'achètes avec le même organisme bancaire avec qui t'ont financé ton premier, ton deuxième bien? Non, en fait, je suis pas... et je crois que j'étais au chômage à ce moment-là. Ouais, j'étais au chômage, je ne travaillais pas. Parce que je voulais monter ma boîte. Et en fait, je ne travaillais plus. Donc en fait, j'ai racheté un appartement. Mais j'ai transféré le crédit en fait. D'accord, ok. Donc j'ai pas eu besoin de ça. En fait c'était le crédit du premier que j'ai transféré sur le deuxième, que j'ai transféré sur le troisième. D'accord. Donc c'est hyper intéressant. Même si les taux en fait, les taux de toute manière ils étaient à peu près équivalents à ce moment-là. Par contre j'avais amorti beaucoup d'intérêts d'emprunt en fait au départ. Donc voilà, donc ce qui permet de... en fait j'étais au chômage, donc j'ai acheté à ce moment-là. Et puis du coup j'ai remboursé une partie du crédit, enfin bon bref. Bon aujourd'hui cet appartement il est complètement remboursé. Ouais. Donc déjà aussi c'est quasiment la totalité du loyer qui arrive dans mes poches quoi. Si on enlève les parties charges. Oui, charges et impôts et compagnie. Ouais, les impôts, j'en ai pas sur cet appartement. Et du coup je me suis dit voilà, ça fonctionne. J'ai mis en place, j'ai attendu 1 an, hop, je recommence l'opération. C'était un peu plus compliqué, mais bon, ça s'est fait. Donc là, tu rachètes un deuxième bien? Un deuxième bien, à Paris, toujours, 17 mètres carrés. Je remets un locataire dedans. D'ailleurs, j'ai trouvé mon locataire. Toujours studio, petite surface? Ouais, toujours. C'est un choix? C'est pourquoi studio, pourquoi pas F2, F3? C'est une question de budget? Une question de principe par rapport à la rentabilité? Stratégie, je veux dire, plutôt stratégie par rapport à la rentabilité? Si tu avais le choix, si tu avais le choix, tu ferais plus du F2, F3? La première raison, c'est le prix. C'est le prix, à un moment, faut financer, grosso modo, j'ai dû financer quelque chose comme 150 000 euros pour le deuxième. Ouais. Si on prend tout compris, il y a un moment où si vraiment je voulais un appartement pour mettre un couple, il fallait que je sorte peut-être 50 60 000 euros de plus. Ouais, après on sort du budget, on sort des... Alors, le problème, c'est que je n'allais pas louer à hauteur, en pourcentage, vraiment beaucoup plus finalement. Et puis j'avais l'expérience du premier qui était un studio qui tournait. J'avais une demande étudiante qui était colossale, qui d'ailleurs même a encore évolué depuis, il y a encore plus de demandes. Donc je me dis voilà, j'ai un schéma qui fonctionne, je duplique. Je ne vais pas commencer à m'embarquer dans d'autres trucs, c'est plutôt sécure pour moi. Oui bien sûr, j'ai commencé fonctionne. Donc je duplique. Il faut faire ce qu'on sait, dans tout cas il faut toujours faire ce qu'on sait faire. Faut privilégier l'investissement dans votre quartier, où vous connaissez. Il faut faire où vous habitez et faire ce que vous savez faire. Ne vous embarquez pas dans des choses que vous ne maîtrisez pas. Privilégiez ce que vous savez faire, ça c'est vraiment très important. Toi-même, c'était ta stratégie aussi. Oui, et puis il y a aussi une autre chose, c'est au niveau de la sécurité, c'est que c'est beaucoup plus facile de revendre un studio aussi. Ouais. Il y a beaucoup plus de demandes que sur des biens un peu plus grands. Bon, sur Paris, tout se vend à peu près bien, mais il y a un moment quand le ticket d'entrée il est trop haut. Je veux dire, quand on dépasse les 250 300 000 euros, il y a beaucoup moins d'acheteurs en fait. Donc il faut aussi être sûr que le bien intéresse beaucoup de monde. Parce que quand il y a peu d'offres, quand il y a peu de demandes, les acquéreurs essayent de un peu plus négocier parce qu'ils le savent. Alors que sur les studios, ils négocient beaucoup moins. En général, il n'y a pas de négociation les studios. Moi, les 2 derniers que j'ai acquis, le premier studio dont je te parlais, je l'ai eu parce qu'il allait arriver en vente dans une agence. Je connaissais la nana qui me faisait les visites.
visite, on ne trouvait pas. Et elle me dit demain j'en ai un qui arrive, je récupère les clés, je le visite, je vous appelle, on voit. Je fais non, vous récupérez les clés et je viens après-demain matin et on va le visiter ensemble. Non, je fais pas comme ça, j'ai insisté et finalement elle l'a ouvert, on ouvre les volets et elle me dit ah mais c'est génial et tout, ça m'intéressait beaucoup de monde. Moi j'étais hyper conscient de ce bien et j'ai tout de suite fait une offre, immédiatement. Et après, ses collègues l'ont mis si tu veux, en annonce et tout, et ils ont eu énormément de demandes. Et du coup, je l'ai eu parce qu'il n'était pas encore sur le marché. D'accord. Sinon, je ne l'avais pas. Et le deuxième, c'est pareil. Tu l'as acheté en fait avant qu'il soit mis en vitrine. Mais ouais, parce que en tout cas à l'époque, et même à peu près aujourd'hui, c'est à peu près le cas, mais si t'es pas le tout premier, tu l'as pas. Ah oui. Ouais, c'est ce que je vous dis en fait, pour vraiment être le premier à acheter un bien, que ce soit à Paris ou dans n'importe quelle région, en fait les meilleurs biens, c'est ce que j'ai à chaque fois, ne sont pas en vitrine. Les biens, ils passent même pas en vitrine, les meilleurs biens, c'est à force de démarcher les agences immobilières, vous laissez votre carte de visite, vous vous faites connaître, et en fait, avant qu'un bien arrive en vitrine, il y a beaucoup d'administratifs à faire. Il y a surtout tout ce qui est tous les diagnostics à faire, voilà, il y a tous les diagnostics à faire, et le temps que ce soit fait, le temps que tout soit fait réglementairement, ça met quelques semaines avant d'apparaître en vitrine. Et ces quelques semaines qui s'écoulent, il y a déjà des gens ils ont déjà un fichier client en fait, les agences immobilières, avec les critères de ce que recherchent leurs clients. Et si le bien correspond aux recherches de l'un des clients, le bien hop, il est déjà vendu. En fait, grosso modo, ce qui apparaît en liquide, c'est les biens dont les clients ne sont pas intéressés. Mais toutes les meilleures affaires sont vendues avant même d'apparaître en vitrine. Donc c'est pour ça c'est très important d'aller démarcher régulièrement les agences immobilières, de les relancer, de se faire connaître, d'envoyer, comme je le dis, moi, un petit CV avec tous vos critères de recherche, votre photo, enfin vraiment vous faire connaître pour être le premier à être sur cette bonne affaire. Et d'ailleurs le deuxième, c'est aussi comme ça, je l'avais visité, mais en fait on n'arrivait pas à le visiter, le deuxième appartement que j'ai acheté, enfin qui est devenu le quatrième en réalité. Ouais. C'était très compliqué, on prenait rendez-vous, l'agence prenait rendez-vous et le locataire n'était pas là ou il n'ouvrait pas. Et donc en fait ça saoulait l'agence, elle a arrêté en fait de le proposer. Et moi j'ai dit mais voilà, j'ai vu les photos, on était devant la porte, j'ai vu l'environnement, j'ai vu le potentiel, j'ai dit vous me rappelez si elle devient disponible. Et je sais pas, 4-5 mois après, coup de téléphone de cette nana et qui me dit monsieur, il est redevenu, vous voyez lequel? Et moi je voyais exactement lequel c'était. En plus on était revenu au printemps, donc il faisait beau, il y avait la bonne luminosité. Et j'étais en visite à ce moment-là. Ouais. Et donc je lui ai dit écoutez, dans 1 heure je suis là, j'ai pris un Vélib, je terminais une visite et je suis arrivé, j'étais le premier et j'ai fait la visite et dans le quart d'heure de visite j'ai fait une offre. Immédiatement. Tu connaissais ce que tu voulais, tu connaissais le produit. Exactement. Et ça a été rapide. J'ai même pu renégocier, même on a renégocié, je crois que j'ai négocié entre le prix de départ et à la fin quasiment 30 000 € dessus. Et c'était à distance, c'était hyper compliqué. C'est énorme sur un studio. J'étais à Porquerolles, ça captait pas, j'arrivais pas à le faire par distance. Et au bout d'un moment, on n'arrivait tellement pas à échanger et que le propriétaire valide que je lui ai dit écoutez, moi je suis en vacances, je suis loin, j'en ai ras-le-bol de devoir trouver une connexion, de devoir trouver un endroit où ça capte. Donc maintenant, je vous ai dit, mon prix c'est tant, sinon je continue mes vacances. Je passe outre et on passe à autre chose. Et comme on était du coup en période de vacances, du coup il n'y avait pas de visite qui se faisait, quasiment pas de visite qui se faisait pour lui. Moi j'étais solvable, j'avais montré que je pouvais avoir le crédit, etc. Et voilà, il a lâché et je l'ai eu. Mais parce que il était, coup de téléphone directement à moi et elle m'a dit moi je vous rappelle, vous êtes le premier sur ma liste. Je lui ai dit vous rappelez personne, je suis là dans 1 heure. Et voilà, donc je l'ai eu. Voilà, le premier, tu l'as eu. Tous les autres, et là on parle de quand ça se passe et qu'on fait l'affaire, mais tous les autres, j'étais pas le premier et je les ai jamais eu, jamais. Alors je parle pour Paris, vraiment, ou peut-être je pense d'autres villes, peut-être à Toulouse, je sais pas, mais en tout cas Paris c'est vraiment spécifique. Oui, il y a énormément de personnes qui veulent investir. Et justement, toi qui investis sur Paris, un petit bilan sur les investissements à Paris par rapport, ça se loue bien Paris, tu as eu du turnover par rapport au studio. On parle aussi beaucoup de rentabilité, comme quoi Paris, bon, c'est pas forcément la ville la plus rentable, mais ça a des avantages aussi, c'est qu'il y a énormément de demandes de locataires. La rentabilité, tu peux la calculer facilement sur 12 mois, contrairement à d'autres villes où tu la calculerais sur 10 mois. T'as pas comment. C'est-à-dire que quand on calcule quel bilan t'en ferais, toi quand les agences immobilières vous la calculent, ou parfois quand on la calcule nous-mêmes, c'est exactement ce que tu dis. C'est sur 12 mois qu'on la calcule. Oui, tout à fait. C'est sur 52 semaines. Oui. C'est pas 51 semaines ou 50 semaines. On loue tout le temps à Paris.
Quand on compare des rentabilités, à un moment on dit oui mais Paris est plus bas que telle autre ville. Ouais d'accord, mais quand on n'est pas bon au niveau des chiffres, quand on ne calcule pas la bonne renta, si tu es sur une ville de province et qu'il faut que tu prennes 10 mois de loyer, tout à fait. Tu t'es mis dans la tête que mon calcul, je fais tout pareil, c'est sur 12 mois. Je suis désolé, forcément il y en a une qui est plus haute, mais c'est pas la vraie. Moi ce que je calcule, c'est qu'est-ce qui me reste dans la poche à la fin du mois. C'est la meilleure façon de la calculer de toute façon. Vraiment, et en plus la demande à Paris elle est croissante. C'est encore plus qu'avant. Là, les 2 dernières années, c'est en moyenne, parce que je compte, c'est 70 appels le jour de l'annonce qui est déposé. Et pour le dernier bien à Paris, j'avais trouvé mon locataire quasiment 1 mois avant d'avoir les clés. Parce que j'avais fait un changement de locataire sur un autre appartement. J'avais 2 candidats qui étaient extrêmement bons et le deuxième qui n'a pas eu le bien. Il m'a dit vous connaissez pas quelqu'un et tout. J'ai dit bah moi j'en ai un mais il va falloir attendre 1 mois et demi quoi. Il m'a dit ok, je lui ai montré des photos, il est venu pendant les travaux de réno et il m'a dit je le prends et voilà il l'a eu. Voilà, ouais. En fait j'ai même mon locataire 1 mois avant la signature. Voilà, comme le souligne Sébastien, ne vous laissez pas aveugler uniquement par la rentabilité. La rentabilité c'est un chiffre. Ça va vous donner plein d'éléments, mais il y a beaucoup d'autres choses à regarder au niveau de la rentabilité. Enfin, il faut creuser la rentabilité. Voilà, faut creuser cette rentabilité. Faut creuser l'appartement. Il faut creuser les chiffres de cet appartement, voir le turnover, voir si vous aurez des locataires sur 12 mois ou non, voir le type de locataire que vous aurez aussi. Moi, je vois des investissements, j'ai fait des investissements en région parisienne, j'en ai fait aussi d'autres sur Béziers et Perpignan. Les locataires que je peux avoir sur Béziers et Perpignan, ce n'est pas les mêmes locataires qu'en région parisienne. C'est des choix qui sont plus compliqués à faire. Voilà, il y a une part de risque aussi, il faut en être conscient. Donc voilà, il ne faut pas être aveuglé uniquement par la rentabilité. C'est sûr que moi, en province, Béziers, Perpignan, j'ai la rentabilité certaine à plus de 15%, mais je ne m'y retrouve pas forcément beaucoup plus que sur les biens que j'ai en région parisienne où la rentabilité, j'ai des rentabilités à 10%. Voilà, c'est vrai que j'ai des vacances locatives qui sont parfois de 1 semaine, 2 semaines, voire même 1 mois avant de trouver le bon locataire. Des locataires, je pourrais en avoir facilement, mais avant de trouver le bon locataire, parfois ça demande c'est plus de recherche, plus de travail, donc plus de temps. Donc du temps, comme on le dit, c'est de l'argent. Voilà, que sur Paris, c'est vrai que c'est peut-être moins rentable, en tout cas sur le papier. Mais après, dans la vie réelle, parce qu'il y a les chiffres, il y a le papier, mais il y a la vie réelle. Et l'immobilier, c'est pas que du papier, ça va au-delà que les chiffres qu'on peut voir sur du papier. Ça va au-delà de tout ça. Donc faites vraiment attention sur tous les chiffres qu'on peut vous avancer avant de vous engager dans tel ou tel investissement, dans telle ou telle région. Oui, et d'ailleurs, souvent, on met très souvent en avant justement cet argument de la rentabilité. Mais moi, ma réponse, c'est simple, c'est vous accordez plus d'importance à la rentabilité qu'au cash flow. Je dis, mais moi, mes courses, je ne les paye pas avec ma rentabilité. Je les paye avec ce que j'ai sur le compte. Ouais, la rentabilité, elle est faite en cadre. Enfin, c'est juste de mesurer en fait combien vous rapporte l'argent que vous auriez investi. D'ailleurs, vous ne l'avez même pas investi, c'est vrai, parce que vous l'avez emprunté à la banque en général. Mais c'est juste une valeur par rapport à l'ensemble de votre bien immobilier, des loyers par rapport à tout ça. D'ailleurs, en plus, souvent, les gens ne calculent pas tout parce qu'ils le mettent par rapport au prix du bien, ils ne calculent pas forcément les frais de notaire, les travaux qu'ils ont mis et tout. Donc en fait, cette rentabilité, elle n'est pas forcément bonne. Mais moi, on vit et on achète des choses avec des euros en France. On n'achète pas des choses avec un pourcentage. Donc cette rentabilité est importante. Et aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que dans les plus grandes villes, la rentabilité est basse, mais plus la rentabilité est basse et plus le risque en fait est diminué. C'est-à-dire le risque de ne pas louer est extrêmement faible. Donc du coup, forcément, on a moins de vacances locatives comme tu dis. Moi, sur le premier studio, j'ai eu l'année dernière, il y a 2 ans, l'année dernière, 1 semaine de vacances locatives parce que je l'ai imposé, je voulais refaire des travaux, bien sûr. Mais j'ai imposé et pourtant tout le monde le voulait pour tout de suite quoi. Donc voilà, c'était un petit message pour vous dire de ne pas vous laisser aveugler uniquement par la rentabilité. Par rapport à tes investissements, là donc tu en es à ton 4e, les 2 premiers que tu as vendus, tu en as racheté 2 pour faire de l'investissement locatif. Là actuellement tu en as un 3e, ça t'a arrêté les investissements. Alors j'en ai fait un il y a un peu moins d'1 an et un autre il y a 3 mois, en janvier 2017. Donc là j'en ai fait 2 à 6 mois d'intervalle à peu près. D'accord.
Toujours par le même organisme bancaire ou à un moment donné ta banque t'a dit stop Ouais, et tu as dû sur le même. Non, c'est sur le même. Sur le même, voilà, tu as Ouais, eu c'est sur le même. Et en plus, ça m'a permis d'avoir des choses assez intéressantes et surtout de pouvoir même renégocier en fait mon prêt d'avant que j'avais encore sur la banque. Et puis j'ai négocié pas mal d'avantages, j'ai reporté pour des travaux. Donc le premier, je commence à payer. Ouais, j'ai un différé d'1 an et demi. Le deuxième, j'ai 3 ans de différé. Justement, tiens, on va faire une petite parenthèse par rapport au différé. Facile à avoir le différé? C'était compliqué pour toi de demander le différé Moi, je passais par ma courtière. Pardon. On a beaucoup de collègues qui passent. J'avais demandé 1 an, 1 an et demi. J'ai eu 3 ans. Non, c'est pas dur. En fait, c'est elle qui m'a dit finalement, j'ai réussi à avoir 3 ans. Voilà, c'est très bien d'avoir un différé. Au moins, ça permet de vous constituer une trésorerie avant de commencer à rembourser. Et si moi c'est une petite astuce que j'ai découvert par une autre personne, mais si la banque peut être réticente à vous faire un différé, même de 6 mois, mettez en argument que vous seriez intéressé pour un différé de 6 mois, mais que l'argent que vous allez avoir en trésorerie, vous le placerez dans la banque sur une assurance vie. Comme ça, en fait, l'argent resterait au niveau de l'organisme bancaire et ça pourrait être un esprit de confiance entre vous et l'organisme bancaire. Donc c'est vrai que quand vous voulez faire un investissement locatif, un prêt immobilier, un investissement locatif, demandez un différé pour vous constituer une trésorerie, pour vous constituer, comme je dis moi, une roue de secours en cas de coup dur et ça peut toujours servir. Et je trouve que c'est bien les différés. Donc là, tu as 4 biens et après, tu as arrêté les investissements. Là, je rénove. Tu rénoves? Oui, là, je suis en période un petit peu de rénovation. D'accord. Le dernier, j'ai arrêté. Le dernier, il a 3 mois. Donc, ouais. Oui. Et comme je prends le temps aussi de voyager, je suis pas toujours à Paris, je suis pas toujours en France. Donc, les choses n'avancent pas forcément aussi vite. Donc, tu as 2 biens à Paris et 2 à Rouen. Exactement. Et 2 à Rouen. Ton futur, comment tu le vois actuellement? Ta stratégie, c'est quoi? Tu continues d'investir, tu prends un peu de temps pour rénover un peu ton patrimoine, tu voyages, comment tu organises un peu maintenant ton présent et ton futur? Alors, je pense faire un peu, encore une fois, je vais redupliquer ce qui a marché pour moi avant, c'est-à-dire que là, je vais donc les rénover, les mettre en location, enfin surtout le petit, parce que le grand risque d'évoluer au niveau du projet. Je vais louer, je vais le laisser tourner un petit peu, plusieurs mois, peut-être jusqu'à la fin de l'année, et voir comment ça évolue. Voilà. Histoire de voir comment ça évolue. Moi aussi, la manière dont je vis l'immobilier, c'est j'aime voyager, je ne suis pas forcément à m'en occuper tout le temps. Donc j'aime bien mettre en place des systèmes qui après sont des systèmes semi-passifs, c'est-à-dire que ça tourne, on peut gérer à distance, on n'a pas besoin d'être là. Déléguer? Ouais, même sans déléguer, en réalité je délègue très peu de choses. Parce que s'il y a un locataire qui part, c'est moi qui fais l'état des lieux d'entrée et de sortie. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire par appartement, à part regarder en début de mois si le loyer est tombé. Bien sûr. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Si le locataire il reste 1 an, et en général c'est à peu près la moyenne que j'ai, ça veut dire que voilà, une fois par an, j'ai un état des lieux d'entrée et de sortie, je m'occupe des papiers, je renvoie la caution, et puis c'est tout. Enfin, il n'y a pas grand chose à faire. Donc ça peut se gérer complètement à distance. Là, tu vois, dans quelques jours, je pars un mois en Thaïlande, et je sais que je pars sereinement, il n'y a aucun souci. Donc là, au jour d'aujourd'hui, tu as quitté ton emploi de salarié il y a combien de temps? Il y a 5 mois, 6 mois. 5-6 mois, on va justement clôturer avec ça, mais écoutez bien, tu as combien de temps? Tu as commencé l'immobilier en quelle année? 2003. 2003, on est en 2017, 14 ans. Ouais, sauf qu'en réalité... En prenant ton temps. Ouais, non, parce que le système que j'ai mis en place, il est depuis 2011. Depuis le 2011. Système de location, il est depuis 2011. Donc on va dire que donc c'est vrai, c'est en 2011, depuis 2011, où tu t'es dit, voilà, l'immobilier, ça va être un des piliers qui va me permettre de m'enrichir et d'être indépendant financièrement. Donc 2011-2017, 6 ans. Ouais, donc j'ai levié le pied pendant 2 ans en fait. Ouais, donc, et sans en y allant tranquillement. Tu as investi dans 4 biens en 6 ans. Et tu as pris ton indépendance financière. Moi je trouve que c'est un super parcours. Indépendance financière, maintenant tu vis de ta passion, de tes loisirs, des voyages,
tu prends du bon temps pour toi. Donc voilà, c'est ce que je vous dis en fait, c'est ce que je voulais vous dire, c'est ce que je répète régulièrement. C'est vrai que l'immobilier, c'est vraiment un pilier d'enrichissement qui peut vous permettre de gagner de nombreuses années sur votre retraite. Voilà, au lieu de prendre votre retraite plus tard comme tout salarié à 65 ans, l'immobilier peut vous faire gagner des dizaines d'années. Ce n'est pas forcément un gros travail à faire, c'est déjà dans un premier temps, c'est s'intéresser à l'immobilier, vraiment s'intéresser et faire de l'immobilier avec amour, sans forcément avoir pour objectif de prendre sa retraite prématurément ou quoi que ce soit. Faites de l'immobilier par passion et vous verrez que l'argent découlera naturellement si vous échangez, si vous partagez, si vous vous formez régulièrement, que vous assistez à des conférences, à des séminaires, que vous êtes un maximum présent dans ce milieu-là au niveau apprentissage et vous pourrez gagner des dizaines d'années sur votre retraite. Vous épanouir comme le fait Sébastien dans ses voyages. Il faut que ça ait du sens, quoi. Quand ça a du sens, en fait, on met du cœur et c'est ce qui motive et ce qui fait accélérer les choses. Voilà, faire ça par passion. Après, c'est du temps de libre pour votre famille, pour vos amis et pour votre passion. Donc voilà, le dernier mot avant de nous quitter, pour les personnes, parce qu'il y a toujours des personnes qui hésitent un peu, qui ne savent pas comment s'y prendre, qui n'ont peut-être pas confiance en elles. Quel mot, quel message de motivation tu pourrais leur véhiculer pour les personnes justement qui hésitent encore à se lancer, qui ont peur? En 2-3 mots, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Pour moi, ce qui va être le plus important, parce que l'immobilier n'est qu'un moyen d'atteindre vos objectifs, c'est de savoir exactement ce que vous voulez sur les prochaines années. Quel est votre but, quel est votre objectif? Moi, mon objectif depuis des années, c'est de pouvoir voyager quand je veux et il y a une image en fait que j'avais tous les matins en me levant quand ça sonnait à 6h ou 7h le matin. Je prenais 30 secondes, j'éteignais le réveil, je fermais les yeux et là je m'imaginais en train de me lever, là en Thaïlande. Je sors, j'ouvre les portes du bungalow et je piquais une tête dans la mer. Ouais. Et ça, tous les matins, pendant des années, c'est ce que j'ai imaginé. Et je me suis dit, ça arrive. En fait, je le vis. C'est pas dans le futur, je suis en train de vivre ce super moment. C'était 30 secondes, 1 minute tous les matins. Et en fait, toute la journée, je pensais à l'immobilier en disant comment je peux atteindre ça le plus rapidement possible. Tu t'es fixé un objectif. Exactement. Tous les matins, tu martelais ton esprit avec cette image, avec cette vision qu'il fallait que tu ailles chercher, qu'il fallait que tu réalises, à laquelle qu'il fallait que tu donnes vie, quoi. Et pour que ça soit encore plus concret, c'est pas une projection dans ce que j'imagine, c'est une projection dans le présent. C'est-à-dire, c'est pas j'imagine que je vais le faire, c'est je suis dedans. Ouais. Pendant 1 minute, je suis sûr que j'avais les yeux fermés, que j'avais le sourire, j'avais la banane parce que ça y est, je le vivais. C'est vraiment en convaincre votre esprit. Exactement. Voilà. Le marteler votre esprit pour lui convaincre que c'est possible, pour lui convaincre qu'on va le faire. Et à partir du moment où votre esprit, vous l'avez convaincu que vous voulez réaliser ce rêve, vous y allez aller, vous et votre esprit, vers cette destination, vers ce rêve, et vous allez le réaliser. Et quoi qu'il arrive, vous le ferez. Et si un jour ou l'autre, vous changez de direction, vous hésitez ou vous passez par des moments qui sont un peu plus durs que d'autres, parce qu'on connaît tous des moments qui sont plus ou moins difficiles dans la vie, votre esprit, comme vous l'avez convaincu, il sera là pour vous rappeler « Eh bonhomme, rappelle-toi l'image que tu me véhiculais tous les matins, faut pas l'oublier cet objectif et il faut le réaliser. » Dans la vie, on avance c'est vous et votre esprit, c'est vraiment, on avance à 2 dans la vie et c'est vraiment, faut lui marteler des images, faut lui faire découvrir un maximum de choses pour que justement réaliser tout simplement ses projets. Et toi, c'est ce que tu as fait tous les matins avec ça. J'ai hacké mon cerveau. En fait, il faut savoir que le cerveau est stupide. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va lui dire, il va le croire. Ouais, quand quelqu'un se dit je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, vous savez quoi, vous n'allez pas y arriver. Par contre, si vous dites que je vais y arriver, que j'y suis, que je suis dans cette situation, en fait, lui va le croire. Ouais. Donc, vous pouvez dire le pire mensonge que vous voulez. Le problème, c'est que si vous donner du sens à un mensonge qui est négatif, il va se réaliser. Le cerveau ne comprend pas la négation. Il voit uniquement le résultat final. Donc, mentez-vous à vous-même, imaginez-vous dans les meilleures situations que vous voulez, avec des appartements, en vacances, en train de faire ce que vous voulez, chacun ses objectifs, et vous allez y arriver. Par contre, si vous dites je ne veux plus me lever le matin, je ne veux plus recevoir de facture, je ne veux plus, en fait le je ne veux plus, il n'entend pas, il entend facture, lever le matin, et en fait c'est tout ça qui va vous arriver. Et ça paraît très étrange, et je ne sais pas pourquoi, mais ça marche.
Ah ouais, mais c'est comme l'exemple qui est plus ou moins connu de Jim Carrey, qui s'était tout simplement signé un chèque d'1 million de dollars, qu'il avait mis devant son bureau, il l'avait en visu tous les jours, et bah son esprit, il était convaincu, il en avait convaincu son esprit qu'un jour il aurait 1 million de dollars. Alors maintenant le million de dollars, il l'a pulvérisé, mais il est arrivé à son objectif en quelques années parce qu'il a martelé son esprit avec une vision, avec une image, et il a marché, il a réussi. Voilà, c'est comme ça que fonctionne le cerveau humain en tout cas. Sébastien, j'ai été vraiment enchanté de te rencontrer, de faire ta connaissance, de partager ton état d'esprit, ta philosophie de vie, ton parcours, ta réussite. Et bah, à mon tour, je vais t'offrir mon livre, mon parcours. Voilà, tu le garderas pour toi, tu l'offriras via ton blog. Ça sera le 3e. J'en ai déjà 2 à la maison. D'accord. Bah, tu pourras le faire gagner via ton blog. Alors je vais le faire gagner, ouais. Ton blog, si tu veux le... Alors il s'appelle apprendre-investissementimmobilier.fr. Voilà, bon, donc, Et la chaîne YouTube, c'est Sébastien D. Voilà, donc moi c'est mon parcours, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1 750 €. Donc il sera prochainement en ligne pour le faire gagner sur le blog de Sébastien. Exactement. Bah écoute, je te remercie. Et merci. Il y en a un de mes lecteurs qui va le gagner. Là. Voilà. Bah, merci à toi Sébastien. Merci. Bon retour chez toi et à bientôt. À bientôt. Bye bye.